normalement, vous devrez tous se voir et nous entendre. Super. Alors, on va commencer. On est 37, bientôt 40. Alors, merci à tous de vous joindre à nous pour notre premier webinaire. Alors, c'est notre tout premier webinaire DataCapt. On va faire une petite série de webinaires en 2026. On teste aussi cette disposition, donc vous n'hésiterez pas à nous faire des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, pour qu'on s'améliore. Donc voilà, le but, c'est d'avoir une discussion. On ne voulait pas faire un webinaire et pour vous dire, est-ce que l'e-consent, finalement, c'est un mythe ou une réalité? Bon, nous, on a la réponse aujourd'hui et on va essayer de vous partager tout ça. Du coup, on va peut-être commencer par se présenter. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais te laisser commencer, Florentin. Oui, super. Florentin Horry, je suis le fondateur de DataCapt, fondé en 2019. J'ai toujours vécu dans un environnement d'études cliniques, de par mon environnement et ma famille, passionné du domaine de la recherche clinique. Et après, plusieurs casquettes aujourd'hui chez DataCapt. Et du coup, moi, je suis Raline, je suis pharmacien de formation. Je travaille à peu près plus de 12 ans dans l'environnement des études cliniques et mon rôle au sein de l'aventure que j'ai rejoint maintenant il y a un peu plus d'un an et demi, c'est vraiment toute cette partie compréhension des besoins de nos partenaires, de nos clients et les accompagner pour utiliser au mieux DataCapt dans leur projet d'études cliniques. Voilà, pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Florentin, l'idée en fait de ce webinaire, pourquoi le e-consent? Parce que ça fait un moment que le module justement existe sur la plateforme et qu'on entend via différents acteurs du domaine, non, c'est pas possible, voire même non, c'est impossible, voire même voilà. Je pense qu'il y a pas mal de sujets à démystifier de notre côté. C'est pour ça qu'on a choisi pour ce premier webinaire un sujet qui est aussi aujourd'hui quelque chose d'essentiel dans le cadre des études cliniques. Je vais très rapidement vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas DataCapt, qu'est-ce que c'est, en 30 secondes. Donc aujourd'hui, DataCapt, c'est plus de 8000 études dans différents domaines. Plus de 6000 sites qui ont été initiés sur DataCapt. Plus de 32 000 consentements électroniques aujourd'hui. Comme disait Rally, ça fait à peu près 3 ans que la solution existe. Elle a bien évolué depuis ces 3 années avec les retours de nos précieux clients et aussi du marché. Et DataCapt, c'est plus de 350 000 sujets qui ont été inclus donc, dans DataCapt. Et bien sûr, toujours un niveau de qualité au top avec les bonnes pratiques cliniques qui sont intégrées directement dans la plateforme, que des hébergements HDS. Et une petite nouveauté d'il y a maintenant, ça fait déjà 6-8 mois, des serveurs Secnum Cloud, donc franco-français, pour certains types d'études. Alors, du coup, rapidement, DataCapt, ce que c'est DataCapt, c'est une plateforme d'EDC en partie, donc avec la partie CRF, IPRO, randomisation, e-consent, gestion des unités thérapeutiques, mais c'est aussi ce qu'on appelle un site ITMS. C'est un module qui sert de support à la partie recrutement des patients, à la partie prise de rendez-vous, qui est utilisé dans certains cas en complément du module EDC. Super. Je vais y arriver. Allez, alors, on va commencer par la base, parce qu'avant de parler d'e-consent, l'idée aussi, c'est de parler de consentement, de faire un petit rappel. J'imagine que tous, ou une grande majorité d'entre vous, savent ce que c'est qu'un consentement. C'est quoi un consentement dans une étude clinique? Donc, on va en dire quelques mots parce que c'est très important aussi. Alors, un consentement, aujourd'hui, c'est un élément clé dans le cadre d'un élément essentiel dans le cadre d'une étude clinique. C'est un préalable nécessaire à la participation d'un patient ou d'un volontaire sain dans le cadre d'une étude, peu importe l'étude clinique d'ailleurs. Et c'est un consentement qui est aussi dit, et ça parce que c'est un principe des bonnes pratiques des études cliniques, qui est libre, éclairé et documenté. Libre, donc la participation se base sur le volontaire. Il ne faut pas qu'une personne soit poussée à participer à une étude clinique. Éclairé, et c'est là où aussi un élément qui est clé par rapport à l'e-consent, mais on le verra un peu plus tard, c'est cette partie un peu explication qu'on va donner au sujet, dans le cas bénéfices, risques, le protocole en lui-même, l'étude, comment ça va se passer. Et le but, c'est que la personne soit pleinement informée de toutes les modalités de l'étude avant de participer. Ça nécessite aussi un temps de réflexion. La personne, c'est sûr que des fois, le langage, s'il n'est pas complètement adapté, faut prendre le temps de réfléchir, de rediscuter avec l'investigateur. C'est un sujet aussi qui est très important. Et bien sûr, il faut que ce soit traçable, auditable à n'importe quel moment, on puisse retrouver
le document de consentement, les signatures, que ce soit du patient ou de l'investigateur, pardon, est auditable et vérifiable à n'importe quel moment. Sauf que, pardon. Non, mais ce consentement finalement papier. Ouais, bah c'est tout un peu le sujet aussi, hein, c'est qu'à force d'être sur le papier, ça en crée aussi un document très lourd des fois. Plus l'étude est complexe, plus le document va être lourd. On se retrouve des fois malheureusement avec des pavés de 50, 60 pages, avec des fois des termes voilà, qu'il faut vraiment chercher à simplifier, à faciliter pour le commun des mortels, mais aussi une gestion documentaire, hein, parce que tout ce papier-là, il faut bien le stocker, il faut bien le suivre, il faut bien l'archiver. Enfin, ça crée aussi une charge, aussi niveau site, parce que le patient est au centre de l'étude clinique, c'est ce qu'on appelle un peu l'approche patient-centrique, mais le centre aussi, le papier lui crée une charge mentale, une charge administrative importante. Il y a un risque, qu'on ne le veuille pas sur la partie papier, on utilise pour le papier, bah, il y a un risque de non-conformité, parce qu'il faut tout checker, tout vérifier. C'est quoi Ce qui peut faire en automatique. Et enfin, tout ça fait que, et pour le patient et le participant à l'étude, bah, l'expérience, elle n'est pas optimale, parce qu'il se retrouve avec submergé d'informations sur un format papier, à passer les pages, essayer de lire. Et du coup, on se pose la question, est-ce qu'à la fin, il faudra tout compris ou pas, quoi. C'est vraiment un sujet aujourd'hui d'inclusion des patients dans les études cliniques. Et je pense que le papier, dans certains cas, peut aussi représenter un frein à la compréhension, à cette notion de consentement éclairé dans le cadre d'une étude. Voilà, c'est un peu pour faire un petit rappel de la notion de consentement dans le cadre des études cliniques. Super. Merci Rally pour ce point. En effet, c'est un point qui est hyper important, c'est des points majeurs dans la recherche clinique, le consentement, la bonne compréhension. Et comme tu l'as dit, souvent, c'est un petit peu compliqué. C'est comme quand on signe un contrat papier, souvent, on ne lit pas tout. Et on sait comment ce qu'il y a dans les petites lignes des fois nos patients peuvent faire. Et donc, on voulait revenir sur une définition qui peut peut-être vous paraître toute bête, mais en fait, on a tellement entendu de choses, je dirais peut-être absurdes concernant le consentement électronique, qu'on appelle le e-consent. Est-ce que tu peux me dire, Aline, qu'est-ce que c'est finalement le e-consent? Alors, le e-consent, c'est juste de digitaliser, c'est pas juste, hein, c'est de digitaliser tout le process de consentement, donc de A à Z, du document, dans sa conception, etc. Et d'en créer plus une expérience, on va dire, interactive, en y ajoutant aujourd'hui, c'est ce qui est souligné par les bonnes pratiques des études cliniques dans leur dernière version, de l'imagerie, de l'audio, etc. C'est pas tant digitaliser l'approche entre le médecin et le patient, mais c'est vraiment aller vers un support digital pour gérer le processus de consentement. Et là, il y a un point qui date en effet de 2016, donc ça remonte un petit peu maintenant, donc le temps passe très vite, où la FDA a mis dans un guideline pour les IRB, les investigateurs et les sponsors, que le consentement électronique est bien l'utilisation de systèmes et de process qui permet en fait d'avoir toutes les informations, d'obtenir le consentement du participant. Mais ce qui est hyper important dans cette petite citation qu'on a mise, c'est qu'en fait, ils disent bien il faut qu'il y ait des médias, des textes bien entendu, des graphiques, des audios, des vidéos, des podcasts, comme on peut faire un petit peu là aujourd'hui. C'est hyper important de ne pas juste avoir en fait du paragraphe et du texte sur un papier. Donc, même la FDA, il y a déjà à peu près 8 ans, mentionnait ces points. Et on a aussi d'autres documents aujourd'hui qui mentionnent ça. Donc, hyper intéressant parce que on a encore une fois la FDA dans sa nouvelle version de guideline. On a aussi l'EMA qui en mai 2023, donc c'est assez récent quand même, mine de rien, qui parle du e-consent dans son guideline pour toute l'utilisation en fait, de systèmes électroniques dans les études cliniques, où il nomme bien l'e-consent et ils mettent bien en fait en avant 4 points concernant l'e-consent. On reviendra là-dessus. Et dernièrement, les GCP E6 R3, donc les fameuses Good Clinical Practice que tout le monde connaît, en tout cas j'espère, qui parlent bien du consentement électronique. Qui parle aussi bien de cet aspect multimédia Exactement. À utiliser avec de l'imagerie, de la vidéo, enfin un support qui facilite, encore une fois, la compréhension du sujet, autre que du texte brut, on va dire ça comme ça.
Et donc, le but de ce webinaire, c'est d'émettre ces mythes autour du e-consent. Halloween est passé, mais on va quand même faire ça aujourd'hui. Donc, Rally, est-ce que tu pourrais me dire, est-ce que le e-consent, finalement, c'est que pour des études décentralisées ou pas? Moi, je ne comprends pas. Alors, c'est vrai qu'assez souvent, quand on parle d'e-consent, on associe ça aux études décentralisées. Mais concrètement et dans la pratique, ce qu'il est possible de faire, en fait, c'est faux. Ça peut être dans une étude décentralisée, Ouais. mais ça peut être utilisé aussi sur site. C'est juste une brique technologique, donc processus de digitalisation du consentement qu'on peut mettre en place pour faciliter, enfin pour toutes les raisons qu'on a déjà citées ensemble, mais ça peut être utilisé sur une étude sur site, moyennant par exemple l'utilisation d'un QR code, ça peut être sur de l'hybride, ça peut être sur du décentralisé. Il faut bien distinguer réellement les deux sujets entre une étude décentralisée et l'utilisation du e-consent qui peut se faire sur site. Donc en digitalisant le document ou le processus en lui-même, mais en gardant cette relation réelle, entre guillemets, entre l'investigateur et le patient. Donc, tu es en train de me dire que finalement, le e-consent, c'est pas que dans des études décentralisées et c'est pas une digitalisation de tout le process. Non, non, c'est pas une digitalisation. Ça dépend en fait de comment on va l'utiliser dans le cadre de l'étude, etc. Mais concrètement, et on le verra après, dans quel cas de figure on peut l'utiliser, comment optimiser son utilisation. Mais il faut bien distinguer les deux sujets, c'est une notion qui est très importante. Et il y a un dernier point sur tout ça, c'est une citation qu'on a pris de la fameuse FAQ, projet pilote de la DGS, DGOS, ANSM et de la CNIL qui est sorti, je crois, en avril 2025, qui dit bien que, en fait, certains éléments de décentralisation, par exemple comme le e-consent, peuvent être mis dans l'étude, mais ça ne veut pas dire que c'est une étude décentralisée à 100%. Complètement. Donc, c'est un premier point qu'on voulait démystifier. Non, le e-consent n'est pas que pour des études décentralisées et je vais vous présenter en fait quels sont les différents types d'e-consent. Il y a le type d'e-consent le plus utilisé en France, en tout cas avec notre solution DataCap, c'est le e-consent en personne. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait tout simplement une digitalisation du process, mais pas une digitalisation de l'humain et du participant et de l'investigateur ou du médecin. C'est tout un process digital qui permet en fait d'introduire des multimédias, des vidéos, un parcours, une expérience participant pour une meilleure compréhension. Et donc, ça se fait sur site, en personne. Il y a une deuxième possibilité qui est de l'hybride. L'hybride, c'est quoi? C'est en fait, on digitalise aussi le consentement électronique, le consentement. Et oui, l'électronique, si on le digitalise. Et en fait, la personne peut déjà avoir un parcours utilisateur sur son téléphone, sur sa tablette, à domicile, pour comprendre, pour visualiser des multimédias, encore une fois. Et par contre, la signature se fait sur centre. Une troisième possibilité, eh ben, c'est du 100% à distance. On en a. C'est en fonction du protocole, en fonction de pas mal de choses. Le process de signature peut être 100% à distance. Ça veut dire que le participant reçoit le consentement sur son appareil électronique, fait les visualisations, etc. à distance. Il y a bien sûr une communication avec l'investigateur. On vous en parlera, mais ça dépend des protocoles, ça dépend de beaucoup de choses. On a aussi un module, par exemple, nous, d'e-consult, qui permet de faire de la vidéo à distance, qui est tracée, etc., pour poser des questions. Ensuite, on laisse du temps aux participants et autres. Et le dernier point, alors ça va peut-être vous paraître bizarre, mais eh ben oui, le dernier type d'e-consent, c'est du papier. Et en fait, pourquoi? Parce que vous avez une certaine typologie de patients en fait, qui vont tout simplement pouvoir avoir certaines visualisations dans DataCap, par exemple sur une solution, mais au final, ils vont signer papier. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, après, on réintègre le papier dans une solution comme DataCap, une solution de consentement électronique. Donc, on garde la traçabilité, on garde toute la partie logistique dans DataCap par la suite. Pour rebondir un peu sur cette partie papier qui est très importante pour moi, parce qu'il faut toujours, dans tous les cas, prévoir aussi de laisser le choix au sujet. Ouais. Le but étant d'ouvrir les études cliniques au maximum de participants, c'est ça, pour ceux qui sont des fois moins technophiles ou pour lesquels le protocole ou l'étude n'est pas adapté aussi dans certains cas, pour une partie de la population, il faut toujours prévoir cette partie papier qui peut aussi servir et qui restera, mine de rien, qui fait partie de ce processus-là.
C'est tout à fait ça, c'est des alternatives en fait. Exactement. Et ça, c'est aussi dans certaines guidelines Oui. où il faut donner des alternatives aux patients. Il ne faut pas imposer une certaine façon de faire. Donc, non, le consentement électronique, le fameux e-consent, n'est pas 100% à distance. Alors, un autre point qui va sûrement intéresser nos chers internautes aujourd'hui, c'est, mais au niveau légal, Arline, c'est pas possible le consentement. Pourquoi tu parles de consent? On n'a pas le droit de faire ça. Je trouve que c'est peut-être le volet qui va intéresser, je suis d'accord avec toi, hein, le plus de personnes aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'il y a une partie des gens qui sont là aujourd'hui, mais c'est aussi pour se dire, moi je pense que c'est ce qu'on entend, hein. C'est souvent, hein, c'est pas possible, voire même c'est impossible ou c'est interdit en fait en France. Et donc c'est là où nous avec DataCap, on a accompagné pas mal aussi de CRO et de sponsors dans leur soumission. Et je vous rassure sur ce point-là, hein, cette partie-là est complètement fausse. Ah, c'est faux alors? Oui, complètement. D'accord. Donc c'est vrai aujourd'hui. Pourquoi c'est vrai? Pour des principales raisons qui sont que la signature électronique, moyennant le Code civil en France, a autant de poids, moyennant bien sûr une signature EDAS. Il faut bien distinguer une simple signature, on fait un gribouillis sur la tablette ou sur un truc comme ça, d'une signature EDAS reconnue au terme européen et reconnue en France, a autant de poids qu'une signature manuscrite. Donc ça, c'est un point clé. Alors, il y a d'autres points qu'il faut bien sûr prendre en considération. On y viendra un peu plus tard. Mais sur le principe de la faisabilité, de la soumission, etc., oui, c'est possible. Et la preuve est qu'aujourd'hui, nous, on a des cas concrets d'utilisation de e-consent sur des études. Et en plus, aujourd'hui, tu n'as pas signé ta maison en consentement électronique, mais en signature électronique, par exemple? Oui, c'est ce que j'ai fait. Je me suis engagé pour une maison. Mais comme tu dis, en effet, c'est dans le Code civil, c'est aussi dans le Code de la santé publique, dans certains articles. Signature électronique, valide, bien sûr, dans certaines conditions, et donc autorisée et encadrée en France. Exactement. Après, dans l'international aujourd'hui, on retrouve l'e-consent de partout, que ce soit d'ailleurs sur le MDR, que ce soit sur les études pharma, que ce soit sur les bonnes pratiques des études cliniques. Aujourd'hui, l'e-consent s'impose vraiment comme un élément important dans le cadre des études cliniques. Et tous ces guidelines-là qu'on voit de partout et la mise en place concrète font qu'aujourd'hui, en France, on peut utiliser l'e-consent dans le cadre des études. Donc même à l'étranger, si je comprends bien. À l'étranger aussi. Okay. En Europe, aux États-Unis, aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui existent. Il y a certaines, peut-être, diversités en fonction des pays. Ça, c'est sûr qu'il y a certains pays qui sont plus prêts ou plus avancés que d'autres. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a du multicentré qui utilise l'e-consent. C'est vrai qu'en France, nous, on est les champions on fait attention à tout. Oui, c'est important. C'est important. On met parfois quelques blocages. Mais heureusement, ça avance. Et donc, ce qu'on peut vous partager de notre expérience, c'est qu'aujourd'hui, alors, il y a quelques années, je ne sais pas si tu te souviens, le CPP, c'était un peu compliqué parce que le e-consent, c'était nouveau. La plupart ne connaissaient pas. Et il y avait le premier mythe qu'on a démystifié au début. Souvent, c'était e-consent décentralisé. C'est vrai. Et du coup, on avait des questions autour de CPP qui n'étaient pas cohérentes, des fois limite avec le protocole qui avait été soumis. Donc forcément, il y avait cette confusion-là déjà qui s'est comprenait pas. Exactement. Donc en fait, aujourd'hui, il faut savoir que les CPP, maintenant, ils savent ce que c'est un e-consent, ils comprennent. Et nous, ce qu'on dit à nos partenaires, à nos clients qui utilisent l'e-consent, c'est que maintenant, il faut faire une explication claire et concise de la solution utilisée et de ce que va voir le participant. Donc, on ne va pas juste dire mise en place d'un e-consent dans mon étude. Non, pas du tout. Il faut expliquer, il faut aussi peut-être donner un accès à la solution au CPP ou au moins une petite vidéo pour leur montrer le parcours du patient. Ça peut être hyper intéressant, mais c'est ce qu'on fait, nous, avec nos clients. Et surtout, en fait, expliquer le workflow au niveau centre et aussi au niveau du participant. Qu'est-ce que le participant il va voir, comment ça se passe, création de compte ou pas création de compte, ça dépend de pas mal de choses. Et donc aujourd'hui, les CPP, ils comprennent tout à fait cette partie. Un point aussi qui est hyper intéressant et qui est nouveau, on l'a déjà mentionné, c'est en avril 2025, le projet pilote, le fameux projet pilote, enfin les projets pilotes, parce qu'il y en avait 10, si je me souviens bien. Donc mené par 4 gros organismes qui apportent aussi des éléments de réponse qui sont très pertinents et qui nous ont beaucoup aidé aussi, nous, dans notre quotidien, sur l'utilisation du consentement.
Tu as des petits points? Oui, peut-être un point aussi qui est complémentaire, parce qu'il y a la soumission CPP, il faut bien l'expliquer, mais aussi par rapport à la CNIL. Alors, la plupart du temps, les promoteurs ou les responsables de traitement qui voient qu'on est en dehors des méthodologies de référence. Du coup, il y a une soumission CNIL à prévoir aussi à ce moment-là. Et cette soumission CNIL, peut-être le point le plus important, c'est vraiment le DPIA et l'analyse de risque qui doit aussi pointer, entre guillemets, l'e-consent, son utilisation, donc tout ce qui est aspect sécurité, hébergement, cryptage des données, traçabilité, et surtout, et encore une fois, de même que pour le CPP, tout cet aspect explication de ce que c'est, comment ça va se faire avec un document très détaillé. Nous, aujourd'hui, par exemple, on a construit au fur et à mesure des soumissions où on a accompagné une trame qui vraiment aide à structurer toute sa réponse, toute sa demande CNIL de A à Z avec tous les aspects. Et bien sûr, on accompagne aussi sur la partie analyse de risque qui sont pour moi les éléments clés. Tant que les risques sont bien identifiés et que derrière, il y a des actions mises en place pour les mitiger, nous, la plupart du temps, on a vu, ça s'est passé sans problème. On a eu l'accord de la CNIL et puis les études ont pu être lancées. Nos clients ont eu l'accord. Mais alors, là, tu es en train de me dire que maintenant, aujourd'hui, au niveau de la CNIL, il n'y a plus de problème? Alors oui, il n'y a plus de problème. Il faut bien sûr tout expliquer, etc. Parce que certains aussi, hein, il y a notre école hein, qu'il faut bien préciser, c'est que certains des sponsors disent, moi j'ai mon analyse de risque, j'ai mon DPIA qui est complet, j'ai fait tout le travail en amont. Donc moi, je suis tout bon là-dessus. Voilà, ils se considèrent comme étant dans la méthodologie de référence, pas besoin de sortir. C'est des écoles, hein, nous on accompagne sur les deux. Nous, on est là pour apporter ce qu'il faut là-dessus, et puis ça fait ses preuves, ça a bien marché. Mais dans tous les cas, d'ici très peu de temps, là, les méthodologies de référence sont en pleine révision. Donc, ça va être ouvert à la consultation d'ici, a priori, fin d'année, hein, si on a les bonnes infos. Après nos infos. Et sur la FAQ, en fait, donc, du coup, les questions-réponses qu'il y a eu pendant les projets pilotes menés en avril 2025, un des éléments qui a été concrètement mentionné, c'est que la partie consent, a priori, va être intégrée dans les méthodologies de référence. Et là, il n'y aura plus du tout de débat tout court. Et puis, on sera clairement dans la méthodologie de référence, ça va être souligné. Et je pense que la FAQ, même si aujourd'hui, c'est ni un guideline ni un texte de loi, c'est vraiment question-réponse entre les organismes et les participants, ça donne déjà une première bonne idée de ce qui pouvait être fait. Et nous, ça nous a vraiment réconforté aussi, parce que ça correspondait à ce qu'on fait avec nos différents partenaires. On l'a vu sur les demandes de CNIL, il y a beaucoup moins de questions depuis les projets pilotes. Oui, complètement. Ça change complètement la donne. Et comme disait Rami, il y a vraiment deux écoles. Nous, on accompagne, on va dire, le mieux possible. On donne toutes les informations. Mais il y a certains sponsors ou CRO qui considèrent qu'en fonction du DPIA qu'ils ont fait et de tous les éléments qu'on leur donne en termes de sécurité, en termes d'identification du patient, signature IDAS, etc., ils sont conformes. Parce que DataCapt, en fait, n'est pas un sous-traitant direct, mais un sous-traitant indirect. Et donc, il y a des interprétations de l'AMR qui sont différentes sur cette partie. On pousse toujours, bien entendu, pour la demande CNIL, parce que c'est le gold standard. Il y a un délai à prévoir, bien sûr. Si vous l'envisagez, il faut bien l'avoir en tête. Mais la plupart du temps, le responsable de traitement part sur une soumission CNIL, comme ça, il est plus serein. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, c'est rapide. Oui, globalement, c'est rapide. Super. Et pour finir sur ce mythe, donc encore cette fameuse phase pilote sur les études cliniques décentralisées, où ils ne parlent pas que des études cliniques décentralisées en soi. Ils disent bien que les textes français et européens, en fait, à aucun moment, ils disent non, c'est interdit. Et donc, leur conclusion, c'est que vu que les textes, ils ne disent pas, ils ne précisent pas les modalités de délivrance du consentement, et ben en fait, par conséquent, le consentement électronique peut être fait. Complètement. Un autre mythe qu'on entend souvent, c'est ouais, mais votre consentement électronique, c'est bien beau, mais en fait, c'est juste un PDF. Donc, quel est l'intérêt d'utiliser le consentement électronique pour faire signer un PDF aux participants? Enfin, il n'y a aucun sens. Mais est-ce que le consentement électronique, finalement, c'est qu'un PDF? Alors moi, si c'est juste un PDF, je n'achète pas. Hein. Ça, c'est pas intéressant. Parce qu'avoir juste un PDF, ce serait l'équivalent du papier, en fait, concrètement. Et on perd un peu tout ce qu'on peut avoir de l'e-consent. Là, l'idée derrière avoir un e-consent, c'est, voilà, tout ce qu'on dit, hein, c'est
c'est pas que un PDF. Ça ne devrait pas être que un PDF. C'est quoi alors? Ça doit être un parcours interactif qu'on va construire pour le sujet via son processus de digitalisation. Okay. On va rebondir un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, une information plus claire sur un écran avec potentiellement de la vidéo. On peut poser des questions pour s'assurer de la bonne compréhension. Ça peut être sous format d'un quiz, multimédia, une vidéo explicative. Quand on parle de certaines pathologies où ça peut être obscur, même pour le patient qui souffre de cette pathologie, on n'est pas tous pareils. Donc forcément, il faut prendre le soin d'expliquer. Il ne faut pas juste que ce soit un PDF généré parce que, encore une fois, on revient sur du papier, ça revient à peu près à la même chose finalement. Et là, il faut vraiment utiliser le digital dans sa plénitude et dans toutes ses compétences pour créer un parcours interactif pour rendre, encore une fois, plus fort l'aspect éclairé du consentement qui est aujourd'hui un pilier, encore une fois, de l'étude clinique. Et au-delà de ce parcours interactif où, en effet, utiliser un e-consent où c'est juste un PDF qui est envoyé, ça n'a aucun intérêt. Quel est aussi l'autre intérêt du consentement électronique? L'autre intérêt, c'est quand on est sur du digital, c'est forcément plus sécurisé, c'est facilement éditable, c'est facilement suivable. Les signatures sont gravées un peu dans le marbre. On est sur une signature reconnue avec la cryptographie. Tout est horodaté, tout est suivi, tout est audit trailé. Donc forcément, même en termes de suivi, d'auditabilité, de traçabilité, on gagne en qualité, on gagne en suivi, avec moins de risques d'erreur, moins de risques de suivi. Enfin, globalement, même en termes de qualité du processus en lui-même, on est quand même largement un cran au-dessus. Ok. Donc finalement, c'est un juste mix entre une expérience patient différenciante pour faciliter la compréhension de l'étude, mais aussi un gage de qualité très important et qui aujourd'hui est la base des études cliniques. Et toi, tu n'as pas envie d'être un investigateur avec 50 consentements à mettre dans ton placard, scellé et les archiver et tout? Je suis pas très sûr. Tu ne me vends pas du rêve. C'est bête. Et c'est la dure réalité aujourd'hui. Pour finir sur ce petit point, alors ça, c'est pas directement lié au mythe, mais l'EMA a aussi mentionné que en fait, un consentement électronique les informations électroniques, donc c'est pas que le consentement électronique, mais c'est toute l'expérience qui va aller autour, etc. On en parlera un petit peu plus après. C'est qu'en fait, ça améliore la compréhension du participant. Et donc, si on améliore la compréhension du participant, c'est mathématique, on a plus normalement d'inclusion et plus de personnes qui participent. Aujourd'hui, le consentement, de notre point de vue, et aussi des personnes qui nous ont fait confiance pour utiliser le consentement électronique, disent en fait, maintenant c'est presque incontournable. Ici, ce qu'on veut vous montrer, c'est qu'il y a des publications qui ont un poids, qui sont sur des sites qui sont reconnus dans le domaine, qui en fait posent un peu des bases sur le e-consent. Tu as vu, il y a 100% des premières grandes entreprises pharmaceutiques qui ont déjà eu des initiatives d'e-consent. C'est assez dingue quand même. Connaissant peut-être la complexité dans certains cas des études des heureuses entreprises pharmaceutiques, oui, c'est sûr que pour eux, ça constitue une alternative quand c'est adapté, bien sûr, dans le cadre de l'étude qui est très importante. Et aujourd'hui, la plupart s'y mettent. Et encore, je pense que ça date de l'année dernière ou quelque chose comme ça, cette publication. Donc, entre-temps, il y en a beaucoup d'autres qui s'y sont mis. Tout le monde s'y met aujourd'hui parce qu'ils y voient une réelle valeur ajoutée par rapport aux patients, par rapport au site, par rapport eux en tant que sponsors et dans le suivi global de leur étude. Et s'ils ont mis des initiatives, il y a des avantages en fait. Autrement, ils n'iraient pas là-dedans. Il y a aussi une étude, alors pas une étude clinique, mais une étude d'IQVIA, je pense que tout le monde connaît IQVIA, qui sur 100 essais cliniques avec l'utilisation du e-consent, donc je crois qu'ils ont leur propre solution, ils ont pu réduire de 57% les déviations qui sont liées au consentement VS le papier. C'est quand même. C'est très important. Dingue, ça fait une charge de travail moins importante, ça fait un suivi plus simple, ça fait une étude qui est plus qualitative de par un aspect qui est pilier aujourd'hui des principes des bonnes pratiques des études cliniques. Donc finalement, le gain, il se dégage très très vite concrètement. Un autre point, c'est que sur une autre étude, il y a les sites qui ont utilisé cette fameuse technologie consent, qui en fait voient que ça leur permet d'inclure
donne rôle plus de participants. Là, on a une étude avec 7,5 vs 3, c'est plus du double. Tu expliques comment ça? En fait, je pense qu'aussi cette nouvelle expérience, cette nouvelle manière d'expliquer, en plus bien sûr de tout ce qui est apporté par l'investigateur de l'étude, etc., ça facilite l'expérience plus simple. Aujourd'hui, on est tous, quelles que soient les générations en pastoral, on est tous un peu plus digital, un peu plus derrière nos tablettes, nos téléphones, tout se digitalise, nos relations avec les banques, avec notre quotidien, avec l'administration. Donc forcément, c'est une brique qui manquait avant, qui vient aujourd'hui s'ajouter à un élément qui est crucial, qui est l'étude clinique, parce que c'est l'avenir de la recherche aujourd'hui, et qui vient encore une fois rajouter une brique supplémentaire de facilité et d'inclusion, on va dire, au plus large possible des participants aux études cliniques. Donc ça a complètement du sens. Aussi, nous, de notre point de vue, ça limite aussi, on va dire, la charge de travail côté centre. Complètement aussi. Avec tout un suivi, si la plateforme, un peu comme DataCap, propose un dashboard de suivi en temps réel de qui a signé, de qui n'a pas signé, en un clin d'œil, en fait, on peut suivre les signatures, les contre-signatures, ce qui est signé, s'il y a un doute sur un consentement, on peut y aller. Enfin, tout ça est déjà prévu. Donc, ça enlève une charge déjà administrative et de suivi qui est juste monumentale. Et même pour le promoteur dans ce cas-là. Aussi, oui. S'il y a du monitoring à faire, forcément, si les consents sont gérés, ça peut être beaucoup plus simple de gérer cette partie-là et de monitorer cette partie-là. Et après, il y a deux autres points qu'on veut vous partager. C'est qu'il y a une autre étude qui montre que 73% des participants ont déclaré que la technologie, donc l'e-consent, les aide à mieux comprendre l'essai clinique. Donc là, on revient un petit peu sur tout ce qu'on a dit. Donc, encore une pièce dans le jukebox pour le e-consent. Et un dernier point de PubMed. Sur 35 études avec près de 13 000 participants, donc c'est pas rien, on ne parle pas de 10 personnes sur une étude. Il montre que l'e-consent a vraiment amélioré la compréhension des participants. Donc, ils ne parlent pas du fait que les personnes vont participer ou pas à l'étude, mais ils disent bien que ça a amélioré la compréhension des participants vs le papier. Donc, ça rejoint en fait tout ce qu'on est en train de dire. Aujourd'hui, l'e-consent devient incontournable parce qu'il propose aussi une expérience patient qui est optimisée, qui est adaptée avec du langage simple, qui vient vraiment en support de ce que peut faire le médecin investigateur sur l'étude et qui simplifie un peu tout ça. Donc forcément, les gens sont plus rassurés. Quand on comprend mieux, on est plus rassuré. Donc surtout sur certaines pathologies, des fois critiques, forcément, on est plus rassuré, on est plus à l'aise. Du coup, ça facilite encore une fois l'accessibilité au plus grand nombre aux études cliniques. Ok. Après avoir vu tous ces fameux mythes, on a eu quelques questions auxquelles on a répondu. Il y a eu des questions sur la CNIL, il y a eu des questions aussi sur le papier, etc. N'hésitez pas à reposer des questions aussi dans la partie questions, on y répondra à la fin. On veut quand même vous parler un petit peu de DataCat. Et qu'est-ce qu'on propose? Finalement, comme on vous l'a expliqué, un PDF unique, ça ne sert à rien. Enfin, si vous voulez utiliser une solution e-consent pour juste envoyer un PDF à un participant, bon, il faut s'arrêter là, je pense. Et donc, nous, on propose une expérience qui est bien plus en fait qu'une signature d'un PDF. Donc, il faut savoir que, on se répète un petit peu, mais l'e-consent n'est pas un PDF à signer. C'est vraiment un parcours interactif, on a des informations, on a des vidéos, des images, etc. On vous montrera aussi une petite vidéo, alors ça va sûrement plaire à certains, ne pas plaire à certains, mais on pense que ça peut être l'avenir. Et donc, en fait, nous, ce qu'on trouve très bien, c'est avec l'e-consent, le participant, il comprend, il est rassuré. Pour l'investigateur, c'est plus simple, c'est une signature électronique, on s'enlève la paperasse. Et côté promoteur, visualisation en temps réel. Bien sûr, il n'a en aucun cas accès aux données personnelles du participant. Ça, on ne l'a pas mentionné parce que c'est quelque chose qui est juste obvious, on va dire. Et oui, le promoteur aussi peut tout contrôler de son côté. Par contre, des points qu'il ne faut pas oublier dans un e-consent, parce qu'on a vu beaucoup en fait de CRO, promoteurs ou autres qui regardaient un petit peu les solutions d'e-consent et oublier certains points que nous, on met à disposition. On a beau faire un consentement électronique, il faut donner le moyen aux participants de faire un retrait de son consentement à tout moment. Alors,
attention, levée de bouclier, parce qu'à un moment, on a eu des points comme quoi, oui, mais ça veut dire que c'est beaucoup plus simple pour le participant de dire à chaque oui, mais c'est. C'est ça, en fait. Il faut qu'il soit en capacité, à n'importe quel moment dans l'étude, à faire un retrait de consentement. Ça, pour le coup, qu'on le veuille ou pas, ça fait partie d'une étude, et puis c'est le droit, et c'est le plein droit de n'importe quelle personne participant à l'étude. Niveau timing, on est un tout petit peu short. On va dépasser. C'est pour ça qu'on a mis 45 minutes, mais on dépassera un tout petit peu. Voilà. C'était juste pour vous dire ça. On a bientôt fini. Et après, il y aura une petite session de FAQ si nécessaire. Il y a aussi la partie multilingue, parce que souvent, on fait des études dans plusieurs pays. La partie aussi versionning et reconsent, parce que il y a de plus en plus d'amendements dans les études cliniques. Donc, il faut faire de nouvelles versions. Version 1, version 1.1, 1.2, 1.3, 1.x, et aussi faire du reconsentement. Donc, nous, on gère toute cette partie. Proposer des alternatives, donc papier, pas papier, à distance, en hybride, etc. Donc, comme on l'a dit et comme tu l'as bien précisé, il ne faut pas imposer à notre participant et aussi au centre une façon de faire. Un cloisonnement des données, c'est hyper important, et bien sûr une validation du système avec les nouvelles ICF, GCP. Ils mettent bien noir sur blanc qu'il faut que ce soit la CRO ou le sponsor connaissent le système, les valider dans son environnement. C'est hyper important. On voulait vous mettre une petite vidéo de la plateforme. Alors, ça dure quelques petites minutes et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, en fait, vous avez un tableau de bord dans DataCap qui vous permet de voir tous les consentements qui ont été envoyés, la langue qui a envoyé, la date, quel consentement, etc., le statut. Et en fait, vous avez aussi tous les consentements. Donc là, c'est la partie versionning. Donc, comme on disait, il faut avoir de la version avec les différentes langues et autres. On peut créer des nouveaux consentements à tout moment, même si l'étude est en cours, parce que bien sûr, il peut y avoir des amendements et des nouvelles versions. Mais un point qui est hyper intéressant dans DataCap, c'est qu'en fait, on a des technologies qui permettent de construire un consentement dynamique, avec des questions, avec du texte, un petit peu comme un document Word dans la façon de faire, mais finalement, on va ajouter du digital, on va changer le format des questions, on peut réorganiser. Et en fait, on fait vraiment, on va dire, partie par partie, on peut ajouter des téléchargements, des images, comme vous voyez, donc vraiment un parcours interactif. Et aussi, on peut poser des questions. Donc, en effet, ce n'est pas qu'un PDF où en fait, on va aller cocher des cases ou autre. Il y a vraiment un parcours interactif du participant, et ça, c'est hyper intéressant pour en fait la bonne compréhension de tout ça. Dans le tableau de bord, ensuite, ça permet d'inviter les participants. Et pareil, une interface hyper visuelle pour l'investigateur. Est-ce que je l'envoie par SMS, par email, pas d'invitation, parce qu'en fait, c'est sur site. Est-ce que je veux ma version 1, ma version X? Les centres, en fait, directement, ils ont accès à leur version. Et après, on a accès aussi à un panel, bien sûr, qui est audit trailé, avec le PDF, parce qu'à la fin, il y avait un PDF qui est signé. Donc, en effet, ce n'est pas qu'un PDF, mais le PDF fait partie du consentement. Donc là, vous voyez, vous avez le PDF signé et toutes les réponses aussi aux questions. Donc, avec la signature électronique INAS et la chronologie des signatures. Donc, ça permet d'avoir vraiment on va dire, une expérience au niveau du centre. Et là, il y a aussi le coffre-fort des données, on appelle ça. Donc, un cloisonnement des données personnelles qui est accessible que au centre d'investigation, avec le nom, le prénom, l'adresse email. Et bien sûr, pourquoi on collecte le nom et le prénom? Parce que la finalité, au niveau RGPD, c'est le consentement. Donc, on a le droit de prendre ces données, en effet. Exactement. Pour ajouter peut-être une petite couche, nous-mêmes, en tant que sous-traitants et fournisseurs de DataCap, on n'a pas accès à toutes ces données-là, hein, que ce soit les données, le consentement, les données directement identifiantes, les données de santé. Nous, on n'a accès à aucune donnée. Chacun de nos partenaires a son propre espace qui lui est dédié, auquel on n'a pas du tout accès. Donc ça, c'est un point aussi qui est très important à avoir en tête. Le sous-traitant n'a accès absolument à rien. Aujourd'hui, c'est nos utilisateurs, qui soient sur centre, ils auront accès aux données administratives identifiantes, que ce soit d'autres uniquement aux données de santé. Et en aucun cas, nous aurions accès à aucun moment à ces données. Après, est-ce qu'on peut préciser peut-être rapidement, on n'a pas accès aux données, mais on les héberge bien? Oui. Mais en fait, juste pour petite précision, pardon, on est éditeur de logiciel, mais l'hébergement est fait par une société externe certifiée hébergement de données de santé
aussi certifié Second Cloud sur certaines études. Et donc, ça permet en fait d'avoir toutes ces parties que vous pouvez mettre dans votre DPIA. Et au niveau du participant, on a fait un truc très, très, très simple. On peut aller beaucoup plus loin, mais c'est pour vous montrer un simulateur d'un téléphone, des interactions. On peut mettre des vidéos directement ou avec des clics. On peut mettre des images. On peut agrandir les images. Et en fait, chaque partie du consentement est dynamique. C'est pas un pavé de texte qui fait des centaines et des milliers de lignes. Donc, vraiment, la construction est faite en fonction de ce que vous souhaitez faire. On pose des questions. Et donc, c'est là, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un vrai parcours du participant dans cette partie. Et on peut aussi mettre des blocages, on peut aussi remettre des questions, etc. Et après, on passe à la signature. Il y a des piliers qui sont hyper intéressants et importants. C'est ce qu'on a vu, en fait, nous, de notre côté, avec nos différents clients. C'est, en fait, comment, Ralil, on peut avoir un bon déploiement du e-consent. Alors, il y a plusieurs choses à avoir en tête avant d'utiliser ou non les consents. Il n'y a aucune obligation concrètement aujourd'hui à l'utiliser. Premier point qui pour moi est crucial et très important, souvent sur les premiers échanges qu'on a avec nos partenaires, c'est la faisabilité en fonction de l'étude, du protocole, mais aussi en fonction des patients qui participent à l'étude. Est-ce que le papier est plus simple? Est-ce que l'e-consent est plus simple? Qu'est-ce qu'il est possible de faire ou pas? Est-ce que c'est adapté en fonction des pathologies? Donc, l'analyse réellement des besoins de notre étude, pour moi, est une étape clé. Parce qu'une fois qu'on s'est engagé, c'est un peu plus compliqué de revenir en arrière concrètement. Mais l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, mon étude, avec surtout et grandement, parce qu'on est très patient-centrique, ces patients, est-ce que c'est adapté à l'utilisation de l'e-consent? Donc, en fait, tu es en train de me dire qu'on ne fout pas de l'e-consent de partout. Non, non, ce n'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Ça sert qu'on a expliqué tous les avantages que ça peut avoir, mais ce n'est pas forcément comme tout autre outil adapté à tout type d'études, adapté à tout type de patients, tout type de pathologie. Enfin, tout ça, c'est des éléments qu'il faut bien prendre en considération dans sa réflexion. On est vraiment aujourd'hui dans une approche à quality by design. Donc, quand on veut de la qualité, c'est aussi prendre en considération ces éléments-là de digitalisation. Quand est-ce qu'ils sont cohérents, adaptés à notre étude et quand est-ce qu'ils ne le sont pas. Tu te souviens une étude où le promoteur il voulait du consentement et au final on lui a dit non, c'était pas adapté. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail du protocole de l'étude, mais on s'est rendu compte en lisant ensemble quelques éléments, le synopsis de l'étude, les patients, la patho, enfin les critères d'inclusion, etc., que finalement, non, en fait, il ne faut pas y aller, ce n'est pas du tout adapté, c'est bien, c'est une bonne initiative. Je pense que l'organisme en face de nous voulait absolument aller vers de la digitalisation, sauf que dans certains cas, ce n'est pas possible. Ça, c'était un peu le premier, on va dire, pilier du déploiement. Le deuxième, c'est aussi la sélection d'outils. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'outils qui existent sur le marché. Le fait de prendre un outil qui soit intuitif, simple d'utilisation. Quand je dis simple, c'est pour les personnes qui vont construire, c'est pour les personnes, c'est pour le médecin investigateur pour le suivi, c'est pour aussi le sponsor puisse avoir un visu global avec un dashboard. C'est pour que tout à chacun puisse être un élément de digitalisation, aussi de simplification, et pas rajouter un élément de complexité, une charge en plus. Ça, c'est un élément aussi qui est très important, et en l'occurrence, ça va faciliter aussi la formation de tout le monde. Ça, c'est des éléments qui sont clés aussi dans l'adhésion des centres, des patients, dans le cadre d'une étude. Avoir des solutions qui sont simples d'utilisation. Exactement. Et quand on dit simple, c'est vraiment pas juste un truc très facile, très complexe, mais il faut que ce soit intuitif, que ça ne pousse pas un effort supplémentaire de réflexion à une charge. C'est aujourd'hui, toutes les solutions qui existent sur le marché ne se valent pas. Donc, bien faire attention à choisir le bon outil adapté à vos besoins et qui puisse faire un peu tout ce dont vous avez besoin pour votre étude. Et un dernier point qui est aussi tout aussi crucial, on en a parlé un peu plus en amont, c'est la partie soumission. Donc, encore une fois, tout bien expliqué, avec des captures d'écran, une explication du parcours de A à Z, vraiment un descriptif, c'est ce que je te disais un peu tout à l'heure, Florentin. Aujourd'hui, chez DataCap, on a mis en place une trame globale qui permet vraiment, qui est déjà assez bien complète. Bon, en fait, tous les protocoles sont différents, mais il y a des éléments qui sont communs dans l'étude, mais c'est vraiment bien détaillé, toutes les étapes, aller dans le détail. Deuxième point clé, bien faire son analyse de risque, bien faire une mise à jour de son DPIA en fonction de ces éléments de e-consent, avec la sécurité, le cryptage des données, l'hébergement, mettre en place des actions de mitigation de l'ensemble des risques. Ok, super. Voilà. Et tout ça, en fait, c'est des points qu'on a vus en déployant de plus en plus d'e-consent. C'est des points qui reviennent à chaque fois et c'est souvent les points un petit peu bloquants. Nous, grâce à notre expérience qu'on a maintenant aujourd'hui à l'utilisation des e-consent, on accompagne aujourd'hui tous nos partenaires dans toutes ces étapes-là, étudier la faisabilité, montrer la plateforme, expliquer la plateforme. Construire le consentement. Donc voilà, construire le consentement. Etc.
Exactement. Alors, on va passer à une petite vidéo qui va sûrement vous faire sourire. En fait, nous, en interne, on pense que ça peut être l'avenir. Vous savez, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle ne fait pas tout, mais peut aider sur beaucoup de choses. Et donc, on a fait une petite vidéo, ça nous a pris que quelques minutes. Donc, c'est vraiment juste pour vous montrer la puissance qu'il y a derrière tout ça. On l'a déjà proposé à certains de nos clients. Là, on en attend sur certains points sur ça. Et on pense vraiment que ça peut aider. Alors, ça ne remplace en rien la, on va dire, l'humain et la relation qu'on a avec son investigateur, son médecin et autres. Mais aujourd'hui, et c'est prouvé scientifiquement que les vidéos ont plus d'impact que du texte. Donc, petite vidéo qui dure 1 minute pour vous montrer ce qui est possible de faire et intégrer dans des consentements. On y va. Bonjour, je suis votre assistante virtuelle personnelle et je vais vous expliquer en quelques instants cette étude clinique. Cette recherche s'adresse à des adultes de plus de 40 ans atteints de diabète de type 2. Vous le savez peut-être, le diabète augmente le risque de maladies cardiovasculaires comme l'infarctus ou l'accident vasculaire cérébral. Mais ce risque varie beaucoup d'une personne à l'autre. L'objectif de l'étude est donc de mieux comprendre comment la graisse abdominale, qu'on appelle la graisse viscérale, influence ce risque au fil du temps. Les chercheurs vont comparer plusieurs indicateurs simples à mesurer, comme le tour de taille ou l'indice de masse corporelle, pour voir lesquels prédisent le mieux les complications cardiovasculaires. En participant à cette étude, vous contribuez à améliorer la prévention et le suivi du diabète, afin que chaque patient puisse bénéficier d'une prise en charge plus personnalisée et plus efficace à l'avenir. Je précise que je ne remplace en aucun cas votre médecin. Mon rôle est simplement de vous aider à mieux comprendre cette étude et à répondre à vos questions de façon claire et accessible. Et donc, cette fameuse vidéo, non, ce n'est pas un employé de DataCapt, c'est de l'intelligence artificielle, où en fait, ça permet, alors, je ne vais pas dire créer une relation, parce que je ne pense pas que ce soit les bons termes, mais en fait, de donner plus d'informations et d'une façon différente aux participants, et en fait, tout simplement avoir une meilleure compréhension. C'est surtout qu'aujourd'hui, on est quand même assez souvent, la majorité des gens, derrière des vidéos, à regarder des choses. Donc, c'est un support aujourd'hui qui rentre vraiment dans la compréhension. C'est vrai que des fois, une courte vidéo vaut mieux que 1000 mots. Le fait de pouvoir avoir une IA générative qui puisse générer du contenu, expliquer des choses et rajouter vraiment un poil en plus par rapport à ce que peut faire l'investigateur, c'est une valeur ajoutée. Nous, on pense que c'est l'avenir. Alors, il y a certaines personnes qui nous quittent déjà, parce qu'il n'y a prévu que 45 minutes, mais on va finir rapidement. On voulait vous présenter quelques cas concrets en France. On a eu un client académique qui, en fait, avait une étude hyper intéressante où ils ont envoyé des consentements papier, 2 exemplaires, qui était envoyé avec courrier recommandé aux participants. Le participant devait aller à la poste, parce que bien sûr, la poste est ouverte parce que les gens ne sont pas là. De minuit à minuit. Donc voilà. Donc les participants devaient retourner à la poste, aller prendre leurs documents, signer les documents, les lire, ensuite les renvoyer. Quand ils étaient renvoyés, le centre signait les documents, en renvoyait encore un autre aux participants. Et c'était une étude où il fallait inclure très rapidement. Et en fait, tout le process durait quoi? Un mois et demi? En moyenne, un mois, c'est ce qui nous a été rapporté. En fait, pas d'inclusion, etc. Le e-consent, une vraie révélation sur cette partie. Deuxième partie, CRO, une étude avec 1400 patients où on a eu en fait, de l'e-consent en remote, en fonction en fait, des centres, et aussi sur site, donc en personne. Il y avait une question aussi sur cette partie. En personne, il y a une personne qui n'a pas totalement compris, on essaiera de revenir là-dessus. Donc, c'était la pathologie, c'était en ophtalmo, 1400 patients en quelques mois qui ont été inclus avec le e-consent. Centre d'investigation clinique, CIC, aussi, qu'on a en client. Donc, on en a plusieurs aujourd'hui qui, en fait, digitalisent 100% du process. Donc, on supprime le papier, on a une meilleure information et un parcours au niveau du participant qui est vraiment top.
Et autrement, dernier point, on vous a mis des points un peu différents pour vous montrer qu'il y a vraiment des cas concrets et possibles. Un sponsor qui a inclus, alors j'ai mis en France, mais ça c'était en UK, en 4 mois, 850 patients en remote. Comme quoi, c'est vraiment une réelle valeur ajoutée. Quand tous s'y prêtent et que c'est le bon protocole, la bonne étude, c'est une réelle valeur ajoutée en termes d'inclusion et d'accessibilité des sujets. Alors, on a 10 minutes de retard, on va reprendre 5 minutes, on va finir l'heure 1. Comme ça, vous aurez passé 1 heure avec nous. Bien sûr, le replay sera mis en ligne et vous sera envoyé. Vous aurez aussi un petit questionnaire à la fin, pas à la fin du webinaire, mais dans un email qui vous sera envoyé pour avoir le retour sur cette première session DataCat. Et on a quelques petites questions. Alors, je vais ici, on va essayer de répondre à quelques questions. Hop, je me suis trompé, pardon. Hop. Je vais y arriver. De toute façon, on va essayer de prendre dans les 5 minutes qui restent un maximum de questions. Et sinon, on pourra répondre aux différents participants directement par mail ou prendre le temps d'échanger avec eux si. En effet, il y a nos contacts. Vous aurez aussi plus d'informations dans le mail qui va arriver. Il y a quelques petites questions sur la CNIL. On en a pas mal parlé de la CNIL, mais aujourd'hui, c'est possible. Il y a un DPIA à faire, ça c'est dans tous les cas. Il faut le faire, DPIA, mais bien inclure tous les sujets liés à la plateforme utilisée, au process, dans la partie évaluation des risques et puis action mise en place pour mitiger ces risques-là. Ouais. Ça, c'est un premier point. Mais c'est surtout aussi expliquer ce que c'est. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la différence, c'est que d'un côté, on a une e-consent. E-consent, il y a plusieurs plateformes qui existent sur le marché aujourd'hui. Chacun peut-être a ses process, ses manières de faire. Donc forcément, c'est pas tout pareil. Alors que pour le papier, finalement, le process est le même pour tout le monde. Tout l'intérêt aujourd'hui de vraiment bien expliquer parce qu'on a plusieurs possibilités de le faire et plusieurs plateformes qui existent aujourd'hui sur le marché. Il y a une question, est-ce que DataCapt accompagne dans l'élaboration de l'e-consent et est-ce qu'on conseille sur la vidéo? Donc, je prends la réponse. Aujourd'hui, dans tous les cas, on est un éditeur de logiciels. Et on a quand même une forte expertise clinique. Raline a fait plus de 15 ans en CRO. On a aussi d'autres personnes qui ont beaucoup de bouteilles dans la partie études cliniques. Donc oui, on accompagne. On n'élabore pas tout, nous, parce que ce n'est pas notre expertise, mais en fonction de tout ce qu'on a vu, on aide. Et aussi sur la partie vidéo, on a des partenaires et on a aussi des outils, comme on vous montre, qui vont en fait, vous permettre de faire passer des informations aux participants. Donc, dans tous les cas, on a une expertise, on est là pour vous accompagner sur tout ce process. Un autre point où Donia nous dit est-ce qu'on peut clarifier la notion de e-consent en personne? Je ne vois pas pour ce type de e-consent la partie digitalisée. Est-ce que tu as des exemples ou est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors, des exemples, il y en a beaucoup, mais en fait, là, l'idée, c'est que le participant est sur site, sur centre. Ouais. L'investigateur est sur centre aussi. Donc, il y a tout l'aspect échange éclairé qu'on peut voir avec le médecin investigateur. Au lieu juste d'avoir un mot papier qu'on va remettre au sujet et qui va passer du temps à lire, là, on digitalise le process de signature. Donc, avec tout ce qu'on a pu se dire tout à l'heure. Et c'est là la différence entre un simple papier, entre guillemets, statique, où c'est des gros pavés de texte, des fois sur 30, 40, j'ai déjà vu 30, 40, 50 pages de consentement, c'est des choses aujourd'hui qui font partie, parce que l'étude, elle est complexe. Donc forcément, expliquer un peu tout ça, ça prend du temps. Et là, c'est d'où là intervient, en fait, on se disait que c'est pas qu'un simple PDF, et je pense que Donia a raison là-dessus, ça ne doit pas qu'être qu'un simple PDF, c'est que l'expérience doit vraiment proposer de l'interaction avec la personne qui va signer le consentement, donc avec de l'imagerie, de la vidéo, des questions, des quiz, du texte avec des couleurs pour que ce soit plus simple, avec du graphe, hein, tout ça amène aujourd'hui à une meilleure compréhension qui peut être faite des fois uniquement avec du papier. Donc, on digitalise, on trace mieux, il y a l'aspect qualité supérieure, on facilite la compréhension au sujet. Donc, même si on reste sur le standard aujourd'hui, ce n'est pas décentralisé, c'est sur site, mais il y a une réelle facteur de différenciation par rapport à du papier. Peut-être un exemple concret qu'on peut donner, c'est que sur Centre, on peut soit avoir une tablette où on scanne un QR code, alors ça on ne l'a pas montré, mais on scanne un QR code en fait du participant et on fait l'expérience consentement avec le participant. Et le participant peut aussi faire un super mot qu'on a entendu pendant des années du BYOD, donc c'est le Bring Your Own Device. C'est en fait le participant, je prends mon téléphone, mais le participant prend son téléphone, scanne le QR code et fait l'expérience sur son propre device. Une autre question de Marie. Coucou Marie, on te connaît bien. Est-ce que
vous recommandez de passer par la CNIL avant de soumettre au CPP? Alors, avant, non, parce que de toute façon, la CNIL, elle va demander l'accord CPP. Donc, en fait, l'idée, ce serait de faire la soumission. Moi, ce que j'ai vu assez souvent, ce qui est pratiqué par CRO ou slash sponsor en fonction de qui soumet, c'est qu'il y a une soumission CNIL qui est faite. Entre-temps, on prépare tout le formulaire soumission, soumission CPP, pardon, qui est faite dans un premier temps. On prépare tout le formulaire de soumission CNIL en ligne, on remplit, on prépare son document, son explication. On met un seul PDF. D'ailleurs, petit conseil, mettez un seul PDF avec tout parce que vous pouvez joindre qu'un seul fichier, concrètement, avec l'explication. À la fin, le DPI1. Ça, on pourra vous en dire un peu plus si vous souhaitez en savoir plus, mais en directement avec vous. Et derrière, dès qu'on reçoit l'accord CPP, on passe à la soumission. Il y a une question qui est liée à ça, qui est très intéressante, c'est Bianca qui nous dit, mais la préparation du e-consent, avec tout le package, etc., ça paraît plus chronophage que du papier. Est-ce que tu as des retours là-dessus? Non, ça paraît pas. En soi, oui, vu comme ça, parce qu'on n'est pas suffisamment rentré dans la partie élaboration. Non, en fait, là, l'idée, c'est pas juste un Word où on va rajouter des pavés de texte, quitte à les écrire. Là, on va prendre tout ça et rajouter des choses qui vont être interactives, qui vont faire en sorte que, déjà, en termes de compréhension, ce soit plus simple, mais aussi en termes de temps de construction en lui-même. Aujourd'hui, chez DataCat, la plateforme, elle est très intuitive, très simple. C'est plus dynamique et plus réconfortant qu'utiliser un Word, en fait, complètement. Bianca nous demandait au niveau en fait, de la soumission aux autorités réglementaires. Pardon, j'ai oublié ce mot. Est-ce que, d'expérience, le fait de faire d'e-consent va mettre plus de temps que faire du consentement papier? Alors, pour les expériences qu'on a eues, non, je n'ai pas l'impression que ça pose plus de temps. Alors, c'est sûr qu'en fonction des CPP, il peut y avoir des variations. Certains sont plus à l'aise que d'autres. On a différents types de questions. Après, en fonction du protocole aussi, c'est ce que je vous disais. L'important, c'est de lier aussi du consent au protocole de l'étude. Ce n'est pas quelque chose qui est à côté. Ça fait partie intégrante en fait, de l'étude. Donc, les délais sont très variables. En fait. On sait tous aujourd'hui que les CPP sont assez variables aussi dans certains aspects. Là aussi, on peut avoir aucune réponse. On a juste des CPP où il n'y a aucune réponse. Même certains nous demandent, ça ne relève pas de notre ressort, veuillez vous adresser à la CNIL. D'autres ont posé des questions auxquelles on a répondu, on a fini par obtenir l'accord. En fait, je pense qu'il n'y a pas de règle aujourd'hui. Et aussi, des fois, la CNIL fait un retour assez rapide. Des fois, ils ne font pas de retour. Et en fait, c'est considéré comme étant positif oui, s'il n'y a pas de retour. Un dernier point, les autres questions, on les verra avec les personnes directement. Mais il y a un point qui est assez intéressant, c'est est-ce qu'il y a une passerelle en fait, avec l'ICRF, peut-on imprimer ou autre ensuite le consentement pour conserver dans le dossier patient? Donc, je me permets de répondre parce que c'est très produit. DataCap, c'est une plateforme unique. Donc, le e-consent est lié en fait à l'ICRF et aussi à l'IPRO. Bien sûr, il y a un cloisonnement des données, un cloisonnement avec des droits et des permissions, mais c'est la même plateforme. Et donc, accès ICRF, accès dossier patient, on peut bien entendu aussi imprimer le consentement quand il a été signé, parce que même si l'expérience, elle est digitale, au final, c'est un PDF qui est signé en effet, mais c'est vraiment la finalité. Et la finalité du consentement n'est pas la plus importante. Enfin, ça dépend, parce que pour le promoteur, oui, mais pour le participant et l'investigateur, ce qui est le plus important, c'est tout l'amont. Et donc, oui, on peut imprimer ce fameux PDF pour ensuite le conserver dans le dossier patient. Peut-être un élément que je rajouterais en plus, c'est que le sujet aussi a à n'importe quel moment accès aussi à son exemplaire. Ça, c'est un point à bonne pratique des études cliniques, on est tous d'accord. Le sujet sur DataCap peut avoir aussi accès à n'importe quel moment à son exemplaire de consentement signé par l'investigateur et par lui-même. C'est ça. Voilà, on est déjà à 13h02. On a un petit peu dépassé. Prochaine fois, on sera mieux un petit peu plus de temps. Il y a encore d'autres questions, mais on répondra directement par mail. On va prendre plus de temps. C'est des questions qui sont hyper intéressantes en plus. On vous remercie énormément d'avoir pris du temps pour ce premier webinaire. On espère que vous repartez avec des réponses, peut-être aussi des questions. Et c'est pour ça qu'on est là. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, à regarder notre site internet, nos différentes solutions et faire une demande de démo ou de contact. Si vous le souhaitez, on sera vraiment, vraiment très heureux de reparler de cette partie consent qui, pour nous, est l'avenir dans la recherche clinique. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci de votre participation et puis j'espère à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.